En passant la serpillière dans la salle des cas désespérés, la jeune fille se figea devant le lit d'un patient à la barbe grise. Dans ses yeux gisait un passé qu'il croyait tous deux perdu à jamais. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Alice plongea la serpillière dans le seau de solution désinfectante. Comme d'habitude, l'odeur âcre de l'eau de Javel était depuis longtemps devenue pour elle comme un parfum, désagréable mais si familier. 7 heures du matin. Les couloirs de l'hôpital régional étaient encore déserts. Seule, de temps à autre, une infirmière de l'équipe de nuit se hâtait de rentrer chez elle. « Bonjour », salua Alice l'infirmière plus âgée, Madame Cooper. « Vous avez déjà fini le 7e étage ?»« Oui, il ne reste que la chambre 307, » hocha la tête Alice, rajustant une mèche brune et lisse qui s'était échappée de sous sa coiffe. La chambre 307, la salle des sans-espoir. C'est ainsi que le personnel appelait le service où étaient gardés les patients sans papier, les gens sans nom, sans passé, souvent sans avenir. Certains finissaient ici après des accidents, d'autres étaient trouvés inconscients dans la rue. Beaucoup souffraient d'amnésie, de lésions cérébrales ou simplement de démence sénile. Des patients que personne ne visitait, car personne ne savait qu'ils existaient. Alice éprouvait toujours une tendresse particulière pour ces gens, peut-être parce qu'elle savait elle-même ce que c'était que d'être seule. Ayant grandi dans un orphelinat, elle était habituée à ne pas avoir de famille. Travailler comme aide-soignante à l'hôpital n'était pas seulement un moyen pour elle de gagner de l'argent pour ses études de médecine. Aider les malades semblait combler le manque d'affection et d'attention dans sa propre vie. Alice ouvrit doucement la porte de la salle. 4 patients y étaient allongés, tous endormis. Elle essaya de se déplacer silencieusement, faisant glisser doucement la serpillière sur le linoléum, commençant par le coin le plus éloigné et s'approchant progressivement des lits. Soudain, une faible voix se fit entendre. Alice se retourna. Un homme âgé à la barbe grise la regardait depuis le lit près de la fenêtre. Ses yeux, profondément enfoncés dans son visage usé, paraissaient vifs et brillants. « Je vous l'apporte tout de suite », dit Alice, posant la serpillière et s'approchant de la table de chevet où se trouvait une carafe. Après avoir rempli un verre, elle soutint soigneusement la tête du patient, l'aidant à boire. Lorsque l'homme se pencha en arrière sur l'oreiller, leurs regards se croisèrent, et quelque chose d'étrange piqua le cœur de la jeune fille. Il y avait quelque chose d'incroyablement familier dans ses yeux, la forme du nez, la ligne des sourcils. « Merci, ma fille », murmura-t-il avant de refermer les yeux. « Ma fille ». Un mot simple qu'Alice entendait rarement à son adresse. Et qui aurait pu l'appeler ainsi? Elle ne se souvenait pas de ses parents. Plus précisément, sa mère était morte en couche, et son père avait disparu quand elle avait 5 ans. Il n'était tout simplement pas rentré du travail. Les recherches n'avaient rien donné. Sa grand-mère était également décédée peu après. La trace de John Brox s'était perdue il y a 15 ans, laissant la petite Alice complètement orpheline. Un gémissement provenant du lit voisin l'attira de ses pensées. Alice secoua la tête et retourna à son nettoyage, mais son regard revenait sans cesse sur le visage du vieux patient. Dans sa mémoire refit surface la seule photographie de son père qu'elle gardait précieusement, comme la prunelle de ses yeux. Un vague souvenir, papa la lançant en l'air jusqu'au plafond et elle riant de bonheur. Son sourire, ses yeux? Non, ça ne pouvait pas être ça. Juste un tour de son imagination. Après tout, il y avait beaucoup d'hommes à barbe grise avec des yeux bienveillants. Après avoir fini de nettoyer, Alice s'attarda près du lit du patient endormi. Sur l'étiquette attachée au dos du lit était écrit « Inconnu numéro 17 ». Pas de nom, pas d'âge, seulement la date d'admission, 3 mois auparavant. Ce soir-là, en se changeant après son service, Alice ne pouvait chasser le visage du patient de son esprit. Quelque chose en lui remuait sa mémoire, refusant de la laisser en paix. « Qu'est-ce qui ne va pas avec toi aujourd'hui ?» demanda Linda, sa camarade de dortoir et de classe. Alice était ailleurs. « Rien », répondit-elle d'un geste évasif, juste fatiguée. Mais cette nuit-là, elle rêva de son père, tel qu'elle se souvenait de lui, jeune, avec un sourire chaleureux et des mains fortes. « Je reviendrai, Alice, je reviendrai certainement », disait-il avant de disparaître dans l'obscurité. Le matin, attendant à peine le début de sa journée de travail, Alice se précipita vers la chambre 307. Le patient dormait. Elle toucha doucement sa main. Sur son poignet, une cicatrice à peine visible en forme de croissant. Son père avait exactement la même marque, souvenir d'une blessure d'enfance. Son cœur battait si fort qu'elle crut qu'il allait lui sortir de la poitrine. Alice se rua vers le bureau du chef de service. « Léon, dites-moi,
Que sait-on du patient de la chambre 307, l'inconnu numéro 17? Léon, un homme trapu approchant de la retraite, fronça les sourcils d'un air désapprobateur. Mademoiselle, vous êtes aide-soignante. En quoi cela vous regarde-t-il de connaître les dossiers médicaux des patients? S'il vous plaît, c'est très important. Je crois que je le connais. Une lueur de curiosité brilla dans les yeux du médecin. Vraiment? Et qui pensez-vous qu'il soit? Alice prit une profonde inspiration. Je pense qu'il est mon père, disparu il y a 15 ans. Léon regarda Alice avec scepticisme, mais quelque chose dans son regard suppliant l'adoucit. Comment vous appelez-vous? Demanda-t-il d'un ton plus doux. Alice. Alice Brox. Très bien, Alice. Suivez-moi. Ils traversèrent le couloir jusqu'au bureau du médecin. Léon prit une clé et ouvrit une armoire contenant des dossiers médicaux. Il lui tendit un mince dossier. Quelques informations. Le patient avait été admis il y a 3 mois, trouvé dans une gare de banlieue sans papier, semi-conscient. Présumé vagabond, âgé d'environ 55 à 60 ans. Alice lut avidement les quelques lignes. Diagnostic, amnésie rétrograde. Cause inconnue, possiblement une conséquence d'un traumatisme crânien. Le patient ne se souvient ni de son nom, ni de son passé, ni des circonstances qui l'ont amené à la gare. Et ses affaires? Y avait-il quelque chose avec lui? Une vieille veste, des bottes usées. Rien de spécial. À ce moment, un jeune médecin entra dans le bureau, grand, avec des yeux gris attentifs derrière des lunettes. Grégory, le présenta le chef de service, est notre nouveau neurologue, spécialisé dans les cas d'amnésie. Grégory regarda Alice avec intérêt. Que se passe-t-il? La jeune fille prétend que notre inconnu numéro 17 est son père disparu, expliqua Léon. Vraiment? Grégory approcha une chaise. Racontez-moi. Et Alice raconta comment son père avait disparu 15 ans auparavant, l'orphelinat, la seule photographie qu'elle gardait, la cicatrice en forme de croissant sur le poignet, et l'étrange sentiment de reconnaissance qu'elle avait éprouvé. Avez-vous la photo sur vous? Demanda Grégory. Non, elle est au dortoir. Je l'apporterai demain. Nous pourrons comparer. Toute la soirée, Alice fut agitée. Et si elle se trompait? Si ce n'était qu'une coïncidence, un tour de l'imagination d'une fille solitaire qui avait grandi sans parents? Mais si ce n'était pas le cas? Si c'était vraiment son père, pourquoi ne l'avait-il pas reconnu? Que lui était-il arrivé pendant toutes ces années? Le matin, Alice apporta la photographie usée, soigneusement conservée dans une pochette en plastique. Sur la photo, un jeune homme aux cheveux noirs serrait dans ses bras une petite fille. Il riait, regardant l'objectif. Grégory étudia attentivement la photo, puis regarda Alice. Il y a une ressemblance, c'est certain. Mais la photo est ancienne, et notre patient a beaucoup changé. Nous avons besoin de plus de preuves. Que suggérez-vous? D'abord, vérifiez le groupe sanguin. Quel est le vôtre? Type B positif. Le patient est aussi de type B. C'est quelque chose, mais pas une preuve de parenté. Ils se rendirent dans la salle. L'inconnu numéro 17 était assis sur le lit, regardant par la fenêtre. « Bonjour », dit doucement Grégory. « Comment vous sentez-vous aujourd'hui ?»« Pareil », répondit le patient, reportant son regard sur les visiteurs. Le vide dans l'esprit. Son regard s'attarda sur Alice. Quelque chose brilla dans ses yeux, reconnaissance? Intérêt? Mais l'instant passa, et il regarda de nouveau par la fenêtre. « Nous voulons vous aider à vous souvenir », continua Grégory. Cette jeune fille, Alice, pense qu'elle vous connaît. Le patient regarda de nouveau Alice, cette fois plus attentivement. « Je ne me souviens pas. »« Ne vous excusez pas », s'approcha Alice. « Ce n'est pas votre faute. » Elle lui montra la photographie. « Reconnaissez-vous cette personne ?» Le patient fixa longuement la photo. « Non, dit-il finalement. Mais il a mon visage, en plus jeune. »« C'est mon père, dit doucement Alice. John Brox, biochimiste. Il a disparu il y a 15 ans. Et je crois que c'est vous. » Le patient ferma les yeux, comme pour saisir une pensée fuyante. « John, murmura-t-il. Ce nom ne me dit rien. »« J'ai une idée, » interrompit Grégory. « Il existe une technique expérimentale de récupération de la mémoire, une combinaison d'hypnose et de neurostimulation. Je l'ai utilisée dans ma pratique avec un certain succès. »« Est-ce dangereux ?» demanda Alice. Aucun risque physique, mais le processus psychologique peut être difficile.
Le patient, de manière inattendue, hocha la tête. Jacques. Vivre sans mémoire, ce n'est pas vivre. Même s'il s'avère que je ne suis pas celui que vous cherchez, jeune dame, je veux connaître la vérité. Excellent, sourit Grégory. Nous commencerons demain. En attendant, Alice, essayez de vous souvenir du plus grand nombre de détails possibles de votre enfance. La moindre petite chose peut aider, la nourriture préférée de votre père, les chansons qu'il chantait, les histoires qu'il racontait. Toute la nuit, Alice passa au crible ses souvenirs. Il y en avait si peu. 5 ans, c'est trop court pour garder des images claires. Pourtant, elle se souvenait de l'odeur de son père, un mélange d'eau de Cologne et de réactifs chimiques. Elle se souvenait qu'il aimait le chocolat chaud et qu'il fronçait les sourcils quand elle faisait des bêtises. Elle se rappela un anniversaire, son 4e. Son père lui avait offert un ours en peluche avec un ruban bleu. « C'est un ours spécial, Alice », avait-il dit alors. « Si jamais tu te sens seule, appuie sur sa patte et il te chantera une chanson. » Et l'ours jouait vraiment une mélodie simple, un sapin est né dans la forêt. L'ours. Il était toujours conservé dans sa boîte de souvenirs d'enfance. Peut-être que cela aiderait. Le matin, Alice apporta l'ours en peluche usé à l'hôpital. C'est une bonne idée, approuva Grégory. Les souvenirs tactiles et sonores se rétablissent souvent plus facilement que les souvenirs visuels. Ils s'installèrent dans une petite pièce du service de neurologie. Le patient était assis sur une chaise pendant que Grégory ajustait l'appareil de stimulation cérébrale. De petites électrodes furent fixées aux tempes du patient. C'est totalement indolore, expliqua Grégory. De légères impulsions stimuleront les parties du cerveau responsables de la mémoire à long terme. Alice serrait nerveusement l'ours en peluche dans ses mains. Et si tout cela n'était qu'une erreur? Si elle ne faisait que souhaiter quelque chose qui n'arriverait pas? Prêt? Demanda Grégory. Le patient hocha la tête, plus fermement qu'auparavant. La première séance de récupération de la mémoire commença, le premier pas sur le chemin pour percer le mystère qui liait leur destin. La première séance se déroula sans résultat visible. Le patient étudia longuement l'ours en peluche, le serra dans ses mains, mais rien ne se passa. À la fin, Grégory demanda à Alice d'appuyer sur la patte de l'ours. La mélodie « Un sapin est né dans la forêt » emplit la pièce. Le patient tressaillit et ferma les yeux. « Ressentez-vous quelque chose ?» demanda Grégory. « L'odeur ? Je me souviens de l'odeur de la fourrure et des mandarines, » dit lentement le patient. « Et des rires d'enfant. » C'était peu, mais c'était quelque chose. Le premier grain de mémoire, le premier pas vers la restauration de l'identité. « Nous continuerons demain, » dit Grégory. « Alice, apportez autre chose de votre enfance, tout objet lié à votre père. » Le lendemain, Alice vint avec une petite boîte. « C'est tout ce qu'il me reste, » dit-elle en ouvrant le couvercle. À l'intérieur se trouvait sa montre, des boutons de manchette et une figurine de dauphin en verre qu'il avait rapporté d'un voyage d'affaires. La montre était ancienne, avec un bracelet en cuir usé. Alice la plaça soigneusement dans les mains du patient. Il la retourna, examinant le cadran, puis la retourna. À l'intérieur du couvercle était gravé « À Monsieur Brox, de la part de l'équipe de biotechnologie, 1999. » Biotechnologie, murmura le patient. Laboratoire. Je me souviens de murs blancs et de l'odeur d'alcool. Ses yeux s'écarquillèrent, sa respiration s'accéléra. Des éprouvettes, des microscopes, des formules au tableau. Dit-il de plus en plus vite. Mon bureau est au 3e étage, la fenêtre donne sur le parc, des lilas, au printemps. Grégory posa doucement sa main sur l'épaule du patient. Ne vous pressez pas. Laissez les souvenirs venir naturellement. Je travaillais sur quelque chose d'important, continua le patient, quelque chose qui pourrait changer de nombreuses vies. La régénération des cellules nerveuses, dit doucement Alice. Vous travailliez sur un médicament pour restaurer les neurones endommagés. Vous en parliez à la maison, même à moi, une petite fille. Le patient la regarda longuement. Alice. Mon Alice. Son cœur se figea. Pour la première fois, il l'appelait par son nom. Pour la première fois, la reconnaissance brillait dans ses yeux. Oui, papa. C'est moi. Lors de la séance suivante, Grégory appliqua une stimulation plus intense. Alice apporta un vieil album photo qu'elle avait pris à l'orphelinat en partant. Il contenait quelques photos de sa petite enfance, elle et son père à la plage, dans la cour de leur maison, à une fête de Nouvel An. Tu avais une maison en banlieue, dit Alice en montrant les photos. Petite, mais avec un jardin.
Tu aimais cultiver des roses. Tu disais que ça t'aidait à réfléchir. Des roses? Réfléchit le patient. Non, pas des roses. Des tulipes. Des tulipes rouges et jaunes. Exactement, s'exclama Alice. Je me suis juste trompé. Chaque jour apportait de nouvelles lueurs de mémoire. Le patient se souvint avoir appris à la petite Alice à faire du vélo dans le parc, lui avoir lu des histoires avant de dormir, l'avoir emmenée au zoo où elle adorait regarder les manchots. Après une semaine de séance, Grégory décida d'essayer une régression hypnotique plus profonde. John. Tout le monde appelait maintenant le patient par son vrai nom, je veux que vous retourniez au dernier jour avant votre disparition. De quoi vous souvenez-vous? John était assis sur la chaise, les yeux fermés, le visage tendu. Matin. Je prends mon petit déjeuner. Alice fait des histoires, ne veut pas manger sa bouillie. Vraiment, sourit Alice. Tu as toujours été têtu. Son père lui rendit son sourire. Je promets d'acheter une glace ce soir si tu manges la bouillie. Puis je t'emmène à la maternelle. Son visage s'assombrit. Dave, mon adjoint, m'attend au travail. Il dit que les investisseurs exigent d'accélérer les essais du médicament. Quels investisseurs? Demanda Grégory. Une société privée? Midfarm. Ils ont financé nos recherches. Mais je refuse. Le médicament n'est pas prêt pour les essais cliniques. Il y a des risques d'effets secondaires? Nous nous disputons. Il me menace, dit que je le regretterai. John se mit à trembler. Grégory fit signe à Alice des yeux qu'il était temps d'arrêter. C'est assez pour aujourd'hui. Vous vous débrouillez très bien, John. Le soir, Alice et Grégory étaient assis au café de l'hôpital, discutant des progrès. Votre père récupère incroyablement vite, dit Grégory. La plupart des patients amnésiques mettent des mois à se souvenir ne serait-ce que de fragments de leur passé. Que lui est-il arrivé ce jour-là? Dit Alice, pensive. Pourquoi a-t-il disparu? Et où était-il pendant toutes ces années? Nous essaierons de le découvrir demain, répondit Grégory. Mais ne précipitez pas les choses. Certains souvenirs peuvent être traumatisants. Sa psyché doit y être prête. Le lendemain, avant la séance, John avait l'air excité. J'ai fait un rêve, dit-il. Laboratoire, incendie. J'essaie de sauver les dossiers de recherche. Quelqu'un m'attrape par derrière, un coup à la tête, l'obscurité. Cela pourrait être un souvenir qui perce à travers un rêve, expliqua Grégory. Ça arrive souvent. Pendant la séance, les souvenirs devinrent plus clairs. John se souvint qu'après la dispute avec son adjoint, il était retourné au laboratoire tard dans la nuit. Il voulait travailler en silence, revérifier les résultats des tests. J'entends des pas dans le couloir. Étrange, tout le monde aurait dû partir. La porte s'ouvre. C'est Dave, et deux autres hommes que je ne connais pas. Dave dit, nous avons dû agir. Tu ne nous as pas laissé le choix. Sa voix tremblait. Ils exigent la formule du médicament, la version complète, pas celle des rapports officiels. Je refuse. Une bagarre éclate. Quelque chose est renversé, une fiole avec le réactif se brise, une lueur, le feu se propage instantanément. Je criais qu'il fallait sortir, mais l'un d'eux m'a frappé à la tête avec quelque chose de lourd. Je suis tombé, j'ai senti qu'on me traînait, puis l'obscurité. Que s'est-il passé ensuite? Demanda doucement Grégory. Étrange. Le souvenir suivant, je suis dans une sorte de sous-sol, attaché, ma tête éclate. Dave exige la formule, dit que ma fille est en danger si je ne lui dis pas. Alice halta. John continua, je ne le crois pas. Je dis qu'Alice est à la maternelle, sous surveillance. Il rit, montre une photo, la maternelle est en feu. Accident, dit-il. Fuite de gaz, tout le monde a été évacué. Mais si tu ne coopères pas, le prochain accident aura lieu chez ta belle-mère, où ta fille est maintenant. Oh mon Dieu! Murmura Alice. J'étais vraiment chez grand-mère ce jour-là. On m'avait récupéré de la maternelle plus tôt que d'habitude, évacuation planifiée. Je ne pouvais pas risquer ta vie, dit John, regardant sa fille avec douleur dans les yeux. J'ai accepté d'écrire la formule, mais pas la vraie. J'ai changé plusieurs composants clés. Le médicament ne fonctionnerait pas, mais il ne s'en rendrait pas compte immédiatement. Et puis, Dave a pris les dossiers, a dit qu'il me laisserait partir une fois qu'ils auraient vérifié la formule. Je savais qu'il mentait. Il ne pouvait pas me laisser vivre. Grégory tendit un verre d'eau à John Brox. Comment vous êtes-vous échappé? Je ne me souviens pas exactement. Je crois que j'ai cassé la chaise à laquelle j'étais attaché, je me suis libéré, il y a eu une bagarre, j'ai frappé un garde.
pris son badge, je suis sorti, j'ai couru vers la maison de ma belle-mère, je voulais prendre Alice et m'enfuir, mais en chemin. Il se tut, fronçant les sourcils. Après ça, c'est flou. Je ne me souviens que de fragments, un train, je vais quelque part, puis une autre ville, je travaille comme chargeur, je vis dans un dortoir, je m'appelle Karl. Pourquoi Karl? Une réaction protectrice de la psyché, expliqua Grégory. Après un traumatisme sévère et du stress, certaines personnes créent une nouvelle identité, inconsciemment, sans s'en rendre compte. Apparemment, votre cerveau a décidé que c'était plus sûr ainsi. Et comment vous êtes-vous retrouvé à la gare il y a 3 mois? Demanda Alice. Je ne sais pas. Un autre trou de mémoire? Peut-être que je me souviendrai avec le temps. Quelques jours plus tard, John avoua qu'il se souvenait d'autre chose. Je me suis caché pendant 15 ans, déménageant d'un endroit à l'autre, travaillant sur des chantiers de construction et dans des usines, je ne suis jamais resté longtemps nulle part. J'avais peur qu'il me trouve et je pensais à toi tout le temps, Alice, mais je ne pouvais pas revenir. Cela te mettrait en danger. Pourquoi êtes-vous revenu maintenant? Il y a 3 mois, j'ai vu un article dans un journal à la gare. Dave Wright, ancien directeur de Meat Farm, avait été arrêté pour fraude. Il y avait une photo de lui? J'ai réalisé que c'était peut-être sur maintenant. J'ai décidé de revenir dans notre ville, pour te trouver. Mais à la gare, je me suis senti mal, probablement une crise cardiaque. Des gens ont appelé une ambulance. À l'hôpital, j'ai complètement perdu la mémoire, probablement une conséquence d'années de stress. Alice serra son père dans ses bras, posant sa tête sur son épaule. L'important, c'est que tu sois de retour. Le reste n'a pas d'importance. Grégory les regardait avec un sourire, mais au fond de lui, une pensée le troublait. Si Dave Wright est arrêté, cela signifie-t-il que le danger est écarté? Ou y a-t-il quelqu'un d'autre pour qui le retour de John Brooks est gênant? Alice le remarqua une semaine après que la mémoire de son père eut commencé à se rétablir. Une voiture sombre aux vitres teintées était garée en face de l'hôpital. C'était la même chaque jour. Au début, elle n'y prêta pas beaucoup d'attention, beaucoup de gens rendent visite aux patients. Mais en rentrant tard au dortoir un soir, elle vit la même voiture la suivre à distance. L'anxiété s'installa dans son cœur. C'est peut-être juste ton imagination, la rassura sa voisine Linda. Il y a beaucoup de voitures sombres aux vitres teintées de nos jours. Mais le lendemain, en entrant dans la chambre de son père, Alice remarqua une enveloppe sur la table de chevet qui n'y était pas auparavant. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle à son père. « Je ne sais pas. L'infirmière l'a apportée, a dit que c'était pour moi. Je ne l'ai pas encore ouverte. » Alice prit prudemment l'enveloppe. Pas de signature, juste un simple rectangle blanc. À l'intérieur, une feuille de papier vierge avec une seule ligne au milieu. Certains feraient mieux de rester anonymes. Un frisson parcourut l'échine de la jeune fille. « Il faut appeler la police », dit-elle avec détermination. « Et qu'allons-nous leur dire » objecta John. « Que quelqu'un a envoyé un mot étrange. Pas de menace, pas de fait concret. Grégory devrait savoir. » Alice serra l'enveloppe dans sa main. « Nous ne pouvons prendre aucun risque. » Le jeune médecin examina attentivement la note et fronça les sourcils. Ça pourrait être n'importe quoi, une blague, une erreur, mais il vaut mieux être prudent. Je vais parler à la sécurité et leur demander de prêter une attention particulière aux visiteurs du service de neurologie. Le même jour, Alice remarqua un homme inconnu dans le couloir. Grand, portant un costume gris élégant, avec un regard perçant. Il se tenait près du bureau d'accueil, demandant quelque chose à une infirmière. Quand Alice passa, il tourna la tête et la regarda avec un tel intérêt qu'elle accéléra involontairement le pas. Le soir, elle en parla à Grégory. « Décris-le encore » demanda le médecin. Alice décrivit le visiteur aussi minutieusement que possible. « Étrange » dit Grégory, pensif. L'accueil dit que personne correspondant à la description ne s'est enregistré pour voir des patients. L'anxiété grandissait. John était visiblement nerveux, s'approchant souvent de la fenêtre et regardant fixement la cour de l'hôpital. Leurs expériences de récupération de la mémoire durent être temporairement suspendues. Le 3e jour après l'apparition de la note, quand Alice arriva tôt à l'hôpital le matin, elle vit 2 gardes de sécurité à l'entrée du service. Ils vérifiaient soigneusement les papiers de tous les visiteurs. « Que s'est-il passé » demanda-t-elle à l'infirmière de service. « Quelqu'un a essayé de s'introduire dans la chambre 307 la nuit dernière, répondit-elle. L'aide-soignant a entendu du bruit et a fait fuir l'intrus. La sécurité a été renforcée depuis. Le cœur d'Alice battit plus vite.
La chambre 307 était celle de son père. Quand elle entra, John était assis sur une chaise, tendu comme une corde d'arc. « Alors, ils m'ont retrouvé après tout, » dit-il doucement. « Je savais que cela arriverait. »« Qui sont-ils, papa ? Qui a besoin de tes recherches après toutes ces années ? » ?»« Le médicament sur lequel je travaillais. Il devait aider à régénérer les neurones endommagés, traiter les séquelles d'AVC, de traumatismes crâniens, de maladies neurodégénératives. Des milliards de dollars, Alice. Une véritable fortune. Et il ne s'agit pas seulement d'argent. Le pouvoir sur l'esprit humain, une chose terrible entre de mauvaises mains. Des voix fortes retentirent dans le couloir. La porte s'ouvrit brusquement et le même homme au costume gris qu'Alice avait vu auparavant apparut sur le seuil. Gregory le suivait, l'air embarrassé. « Désolé de m'imposer, » dit l'étranger en souriant, mais ses yeux restèrent froids. « Mon nom est Justin Cole. J'aimerais parler avec le docteur Brox. En privé. »« Je ne vais nulle part, » dit fermement Alice, s'avançant vers son père. « Comme vous voudrez, » haussa les épaules Justine. « C'est encore mieux. Ce que j'ai à dire vous concerne également. » Il entra dans la pièce et s'assit sur une chaise en face de John. « Docteur John, je suis très intéressé par vos travaux en neurobiotechnologie, en particulier le médicament pour la régénération des cellules nerveuses. »« Qui êtes-vous ? » demanda John, tendu. « Je représente un groupe d'investisseurs intéressés par le développement de technologies médicales innovantes. Nous avons entendu parler de votre disparition et de votre récent retour miraculeux. »« Comment savez-vous cela ? » demanda Alice, surprise. « Officiellement, l'identité de mon père n'a pas encore été confirmée. » Justine sourit plus largement. « J'ai mes sources, mademoiselle Brox. Ainsi que mes propres intérêts. Mais ne tirez pas de conclusions hâtives. Je ne suis pas ici pour menacer, mais pour offrir une protection. »« Protection ? » demanda John avec scepticisme. « Exactement. Dave Wright est effectivement arrêté, mais ses partenaires sont toujours en liberté. Et ils sont très intéressés à s'assurer que vos recherches ne tombent pas entre les mains de concurrents, ou pire, ne deviennent publiques. »« Comment puis-je savoir que vous n'êtes pas l'un d'eux ? » demanda John sans détour. « Question raisonnable, » acquiesça Justine. « Si c'était le cas, nous n'aurions pas cette conversation, croyez-moi. Leurs méthodes sont beaucoup moins diplomatiques. » Il sortit un dossier de la poche intérieure de sa veste et le tendit à John Brox. « Voici les documents sur les activités de Midfarm au cours des 15 dernières années, y compris les noms de tous les principaux actionnaires et les rapports financiers. Jetez un œil. » John ouvrit le dossier et commença à en examiner le contenu. À chaque page, son expression s'assombrissait. « Où avez-vous obtenu ça ? » ?»« Comme je l'ai dit, j'ai mes sources. L'important est que tout cela soit vrai. Après votre disparition, ils ont continué les recherches en utilisant vos travaux préliminaires, mais sans les formules clés qui n'étaient que dans votre tête. Ils ne sont pas allés loin. » Alice jeta un coup d'œil à son père. « Qu'est-ce que c'est, papa ? » ?»« Des listes de sujets de test, » répondit doucement John. « Des personnes atteintes de lésions cérébrales qui ont été utilisées pour des expériences sans consentement approprié et sans respecter les protocoles de sécurité. Certaines n'ont pas survécu. »« Exactement, » acquiesça Justine. « Ils ont désespérément essayé de recréer votre formule, sans succès. Et maintenant que vous êtes de retour, ils paniquent tout simplement. »« Que voulez-vous de nous ? » demanda Alice. « Je vous offre une protection à tous les deux et une chance de terminer ce que votre père a commencé. Mais sous une sécurité fiable et en respectant toutes les normes éthiques. Pourquoi devrions-nous vous faire confiance ? » Alice croisa les bras. « Peut-être est-il temps d'être totalement honnête, » dit Justine. « Ma mère est décédée il y a 3 ans des suites d'un AVC. Une mort longue et douloureuse. S'il y avait eu un médicament capable de réparer les neurones endommagés, elle aurait pu vivre. J'ai juré de faire tout mon possible pour que de telles recherches se poursuivent. Légalement, éthiquement, mais efficacement. » Le silence s'installa dans la pièce. Finalement, John rompit le silence. « Supposons que je vous croie. Comment allez-vous nous protéger ? D'abord, nous vous transférerons dans une clinique privée, sous protection. Ensuite, quand vous serez prêt, nous fournirons un laboratoire pour continuer les recherches. J'initierai également une enquête contre les actionnaires restants de Midfarm. J'ai suffisamment d'influence pour porter l'affaire devant les tribunaux. » Gregory, qui était resté silencieusement près de la porte tout ce temps, prit enfin la parole. « Et qui garantit que la clinique privée sera sûre ? Et si c'était un piège ?
Justine se tourna vers le jeune médecin. J'apprécie votre prudence, docteur. Et je vous invite à vous joindre à nous. Vos méthodes de restauration de la mémoire sont assez impressionnantes. J'ai entendu parler de votre succès avec le docteur John. Vous nous surveillez, s'exclama Alice. Je rassemblais des informations, la corrigea Justine. À ma place, c'est nécessaire. Et oui, je suis au courant de la voiture sombre qui vous suit. Ce n'est pas la mienne. Mes hommes l'ont repérée il y a une semaine et essaient depuis de savoir à qui elle appartient. Ils me cherchent toujours, dit sombrement John. Toutes ces années, pour rien. Pas pour rien, objecta Justine. Vous êtes en vie. Vous avez retrouvé votre fille. Et maintenant, vous avez une chance de terminer ce que vous avez commencé. De sauver des milliers de vies. À ce moment, la porte de la chambre s'ouvrit de nouveau. Une infirmière entra avec un plateau de médicaments. Désolée d'interrompre, dit-elle. C'est l'heure des médicaments. Justine se leva. Je passerai demain. Réfléchissez à mon offre. Mais ne tardez pas. Le temps pourrait être plus compté qu'il n'y paraît. Après son départ, Alice, Gregory et John discutèrent longuement de la situation. L'offre de Justine semblait tentante, mais était-elle trop belle pour être vraie? Nous devons le vérifier, suggéra Gregory. Savoir qui il est vraiment, ce que fait sa société. Et comment faisons-nous cela? Demanda Alice. J'ai un ami au service juridique de l'hôpital. Il peut déterrer des informations. Le lendemain, Gregory apporta les résultats de son enquête. Justin Cole s'avéra être le fondateur et propriétaire d'un grand holding pharmaceutique appelé Neuromid. La société était spécialisée dans le développement de médicaments pour les maladies neurologiques et jouissait d'une réputation impeccable. Sa mère est vraiment décédée il y a 3 ans, dit Gregory, de complications après un AVC. Tout correspond. Que faisons-nous? Demanda Alice. John resta longtemps silencieux, regardant par la fenêtre. Puis il se tourna vers sa fille et Gregory. J'ai pris ma décision. Nous acceptons votre offre. Mais à certaines conditions. Premièrement, Alice et vous, Gregory, devez faire partie du projet, si vous le souhaitez. Deuxièmement, les résultats de la recherche seront accessibles à tous ceux qui en ont besoin, pas seulement à ceux qui peuvent payer. Et troisièmement, Justine fit une pause. Nous devons avoir un contrôle total sur la recherche. Pas de pression, pas de délai. Le lendemain, Justine vint chercher une réponse. John exposa ses conditions. L'homme d'affaires écouta attentivement et hocha la tête. C'est juste. J'accepte. Quand serez-vous prêt à déménager? Dès que nous aurons rempli les formalités de sortie, répondit John. Le docteur Gregory dit que je suis déjà en bonne santé physique, il ne reste que des formalités. Excellent. J'organiserai le transport et la sécurité. Mais le destin en avait décidé autrement. Cette nuit-là même, un incendie se déclara à l'hôpital. Un court-circuit dans le tableau électrique, comme le détermina plus tard l'enquête. Heureusement, personne ne fut gravement blessé. Tous les patients furent évacués à temps. Cependant, au moment où l'on sortait John du bâtiment, une voiture sombre pila net à proximité. 2 hommes en sautèrent et se précipitèrent vers John. Tout se passa si vite qu'Alice eut à peine le temps de crier. Mais son cri s'étrangla dans sa gorge lorsqu'elle vit 2 hommes costauds en costume sortir de l'ombre et bloquer le passage des agresseurs. Une lutte brève mais féroce s'ensuivit. Un agresseur fut immédiatement maîtrisé, le second tenta de s'échapper mais fut rattrapé aux portes de l'hôpital. Justine se tenait à côté d'Alice et de son père. On dirait que nous sommes arrivés juste à temps, dit-il calmement. Mes hommes surveillaient l'hôpital, au cas où. L'incendie n'était pas un accident. C'était une diversion. Qui sont ces gens? Demanda une Alice secouée. C'est nous, répondit Justine, regardant les gardes pousser les agresseurs dans une autre voiture. Pour l'instant, je suggère que nous quittions cet endroit le plus vite possible. Ma voiture attend. Cette nuit-là, Alice, son père et Gregory se retrouvèrent dans la résidence de campagne de Justine, une immense maison moderne entourée d'une haute clôture et de sécurité. Pour la première fois depuis de nombreux jours, ils se sentirent en sécurité. Le lendemain matin, Justine apporta des nouvelles. Les agresseurs ont parlé, dit-il. Ils travaillaient pour Simon Rodriguez, un ancien partenaire. Ils avaient l'ordre de kidnapper le docteur Brox et d'éliminer tous les témoins. Mon Dieu, murmura Alice. Ils nous auraient tués. Ne vous inquiétez pas, dit Justine avec assurance. Rodriguez a déjà été arrêté par la police.
Mes avocats ont toutes les preuves le liant non seulement à cette attaque, mais aussi à la tentative contre votre père il y a 15 ans. Le mystère était enfin entièrement découvert et le danger passé. Mais ce n'était que le début d'un nouveau chapitre dans leur vie. La clinique privée était située dans un endroit pittoresque au milieu de Pinhead. Le bâtiment moderne de 3 étages, avec ses fenêtres panoramiques et ses chambres spacieuses, ressemblait plus à un spa de luxe qu'à un établissement médical. C'est ici, dans une aile spécialement équipée, que fut installé le nouveau laboratoire de John Brox. Un mois s'était écoulé depuis leur déménagement de l'hôpital régional. La vie reprenait progressivement son cours. Alice obtint une chambre séparée dans la maison d'hôte sur le terrain de la clinique et la possibilité de poursuivre ses études. Justine organisa son transfert dans un prestigieux institut de médecine. Gregory dirigeait le service de neurologie où il pouvait appliquer ses méthodes innovantes pour traiter l'amnésie. John lui-même plongea dans le travail, restaurant les formules perdues et poursuivant les recherches interrompues 15 ans auparavant. Un matin, comme d'habitude, Alice passa par le laboratoire de son père avant les cours. Malgré l'heure matinale, John était déjà assis au microscope, étudiant les résultats d'une expérience nocturne. « Papa, as-tu seulement dormi aujourd'hui » demanda Alice en feignant la sévérité. John leva les yeux de son travail et sourit à sa fille. « Bien sûr, 4 bonnes heures. Je ne pouvais pas attendre le matin pour vérifier les résultats. »« Et comment sont-ils ? Prometteurs » demanda Alice. Il se frotta les yeux fatigués. Le médicament montre une efficacité stable sur les cultures cellulaires. Si les choses continuent comme ça, dans un mois ou 2, nous passerons à la phase suivante des tests. Gregory entra dans le laboratoire, portant 3 tasses de café. « Bonjour John. Comment allons-nous aujourd'hui » Il tendit une tasse à Alice et une autre à son père. Leurs doigts se touchèrent brièvement et Alice rougit légèrement. Au cours du mois dernier, leur relation avec Gregory s'était sensiblement réchauffée, passant de professionnel à quelque chose de plus personnel. Ils se promenaient souvent sur le terrain de la clinique le soir, parlant de médecine, de l'avenir et parfois du passé. « J'ai perdu ma mère pendant mon adolescence », avait un jour partagé Gregory, suite à des complications d'un grave traumatisme crânien. C'est ce qui m'a poussé à étudier la neurologie et les méthodes de récupération des fonctions cérébrales. « Comment vont vos patients » demanda John. « Il y a des progrès, mais c'est lent » répondit Gregory. « Sans votre médicament, nous ne pouvons compter que sur les techniques de rééducation standard. Mais je suis convaincu que cela va bientôt changer. » À ce moment, la porte du laboratoire s'ouvrit et Justine Cole apparut sur le seuil. « Bonjour, chers collègues » salua-t-il avec énergie. « Je vois que tout le monde est là. Parfait, j'ai des nouvelles. » Justine se dirigea vers la table et y déposa un dossier de documents. Premièrement, le procès de Rodriguez et de ses complices commencera dans 2 semaines. Toutes les preuves ont été recueillies, y compris le témoignage de Non-Omi qui a accepté de coopérer en échange d'une réduction de peine. Deuxièmement, il reporta son regard sur John. Le ministère de la Santé s'est intéressé à vos recherches. J'ai organisé une réunion avec le sous-ministre la semaine prochaine. Sitôt, s'étonna John. Nous sommes encore loin d'avoir terminé. Il ne s'agit pas encore de l'approbation du médicament, expliqua Justine, juste d'un soutien gouvernemental pour la recherche, des subventions, l'agrandissement du laboratoire, la possibilité de faire venir plus de spécialistes. Alice remarqua une étincelle dans les yeux de son père. Toute sa vie, il avait rêvé de telles opportunités, faire de la science sans restriction financière ni pression d'investisseurs peu scrupuleux. Et une autre nouvelle, continua Justine en s'adressant à Alice et Gregory. J'ai pensé à créer un centre spécialisé pour les patients atteints d'amnésie et d'autres troubles de la mémoire. Nous combinerons vos méthodes, Dr Gregory, avec les développements de John, ici, dans cette clinique. Qu'en pensez-vous ? Demanda-t-il. C'est incroyable, souffla Gregory. Je rêve d'un tel centre depuis l'université. Et vous, Alice ? Justine la regarda attentivement. J'aimerais vous voir dans le projet après la fin de vos études. Moi, s'étonna Alice. Une étudiante prometteuse avec une expérience unique, sourit Justine. De plus, vous avez une approche particulière des patients. J'ai vu comment vous travaillez avec les gens dans le service de Gregory. Ce genre de choses ne s'achète pas, même avec tout l'argent du monde. Alice baissa timidement les yeux. En effet, pendant son temps libre, elle aidait Gregory avec les patients, parlant avec eux, apportant des objets de leur passé, comme elle l'avait fait autrefois pour son père.
Beaucoup s'ouvraient à elle, commençaient à se souvenir. « Merci pour l'offre, dit-elle. Je serais heureuse de faire partie du projet. » « Excellent !» Justine frappa dans ses mains. « Alors je suggère que nous célébrions cet événement. Dînez chez moi ce soir. » Aucun refus, il agita un doigt en plaisantant, voyant John sur le point d'objecter. « Même les génies ont besoin d'une pause, Dr. John. » Après son départ, Alice, son père et Gregory échangèrent des regards. « Un homme incroyable », secoua la tête John. « Je n'aurais jamais pensé rencontrer un homme d'affaires qui valorise la science et l'aide aux gens plus que le profit. Il a traversé beaucoup de choses, nota Gregory. La mort de sa mère a changé ses priorités. Parfois, les pertes font ressortir le meilleur de nous, dit doucement Alice, aussi étrange que cela puisse paraître. Justine sourit. Ce soir-là, en se préparant pour le dîner, Alice mit longtemps à choisir une tenue et opta pour une robe bleue simple mais élégante, un cadeau de Justine pour son anniversaire, qu'ils avaient célébré discrètement une semaine auparavant. À 20 ans, elle ressentait pour la première fois ce qu'était une vraie famille, un père attentionné, des amis devenus proches, une maison où elle voulait retourner. Le dîner eut lieu dans la spacieuse salle à manger de Justine. D'immenses fenêtres donnaient sur la terrasse qui surplombait la forêt du soir. Un éclairage doux, des plats exquis, une musique discrète, tout créait une atmosphère de confort et de célébration. À notre futur centre, Justine leva un verre de vin. Aux personnes qui retrouveront leur mémoire et une nouvelle vie grâce à vous. Tout le monde trinqua. Alice but une gorgée de champagne et croisa le regard de Justine, chaleureux, avec une expression particulière qu'elle n'avait pas remarquée auparavant. À 45 ans, Justine était toujours un homme séduisant, en forme, avec une touche de gris aux tempes et des yeux vifs et intelligents. Au dîner, ils parlèrent de projets d'avenir, discutèrent du concept du centre, de nouvelles méthodes et d'opportunités de coopération internationale. Puis Justine suggéra soudain, « John, Gregory, voudriez-vous me montrer ces calculs dont vous avez parlé plus tôt aujourd'hui ?» Quand les hommes partirent, Alice se retrouva seule. Elle alla à la fenêtre et admira le paysage nocturne. Le clair de lune argentait la cime des pins, et des étoiles brillantes luisaient dans le ciel. « Magnifique, n'est-ce pas ?» La voix de Justine retentit derrière elle. « Très » acquiesça Alice. « Où sont votre père et Gregory ?» demanda-t-il. Ils se sont absorbés dans les formules, vous savez, les scientifiques, rien ne les fascine plus qu'une nouvelle théorie. Justine se tint à côté d'elle près de la fenêtre. Vous savez, je voulais vous parler depuis longtemps, juste nous deux. Pour une raison quelconque, le cœur de la jeune fille se mit à battre plus vite. À propos de quoi, demanda-t-elle. De vous, de ce que vous ressentez, de ce dont vous rêvez. Alice le regarda avec surprise. Pourquoi voulez-vous savoir ça? Parce que vous êtes devenue importante pour moi, répondit simplement Justine. Au début, je ne vous voyais que comme la fille d'un brillant scientifique, puis comme une jeune spécialiste talentueuse. Mais maintenant, il fit une pause, comme pour choisir ses mots. Maintenant, je vois une femme incroyable, forte, et je me soucie de ce qui lui arrivera ensuite. Alice rougit. Elle ne s'attendait pas à une telle tournure. Justine Cole. Juste Justine, s'il vous plaît, l'interrompit-il. Je vous suis reconnaissant pour tout ce que vous avez fait pour nous, pour mon père, mais pensez-vous que je suis trop jeune pour vous, demanda-t-il avec un léger sourire. Ou que mes sentiments ne sont que de la gratitude pour avoir aidé votre père? Je ne sais pas quoi penser, répondit honnêtement Alice. Tout se passe si vite. Il n'y a pas si longtemps, j'étais juste une aide-soignante ordinaire rêvant de devenir médecin un jour. Et maintenant, dit doucement Justine, vous êtes au seuil d'une nouvelle vie, et vous décidez avec qui vous voulez la partager. Son regard était sérieux et ouvert. Je ne demande pas de réponse immédiate. Je veux juste que vous sachiez que je suis là, tout prêt, et que j'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra. À ce moment, John et Gregory retournèrent dans la pièce, discutant vivement de détails scientifiques. La conversation passa à d'autres sujets, mais Alice surprit souvent le regard attentif de Justine sur elle. 6 mois passèrent. Le centre de réadaptation pour les patients atteints de troubles de la mémoire fut officiellement inauguré. La cérémonie réunit des représentants du ministère de la Santé, d'éminents neurologues du pays et des journalistes. John Brox, qui avait officiellement rétabli tous ses documents et retrouvé son nom, fut nommé directeur scientifique du centre. Gregory dirigeait le département clinique. Alice, ayant réussi sa 3e année à l'Institut, y faisait son stage.
Le médicament expérimental qui restaure les neurones endommagés passa les premières phases d'essais cliniques avec des résultats prometteurs. Des dizaines de patients auparavant considérés comme sans espoir montrèrent des signes d'amélioration. Parmi eux se trouvaient des personnes victimes d'AVC, de traumatismes crâniens et de maladies neurodégénératives. Le jour de l'inauguration du centre, Justin organisa une réception officielle. Dans son discours, il remercia toutes les personnes impliquées dans le projet, soulignant particulièrement la contribution de la famille de John. Ce centre est la preuve vivante que même les épreuves les plus terribles peuvent se transformer en quelque chose de bien si l'on n'abandonne pas et si l'on croit en son rêve, dit-il en conclusion. Il y a 15 ans, on essayait de faire taire le Dr Brox. Aujourd'hui, sa voix est plus forte que jamais, donnant de l'espoir à des milliers de personnes. Après la partie officielle, Alice sortit sur la terrasse pour se reposer du bruit et des félicitations. L'air du soir était frais et embaumait le parfum des pins. Fatiguée de la célébrité, demanda une voix familière. Justin se tenait à proximité. Un peu, sourit Alice. Tout cela est si inhabituel pour moi. Il va falloir que je m'y habitue. Je suis sûr que ce n'est que le début de votre carrière. Ils restèrent silencieux, regardant la paisible forêt du soir. Justin, dit finalement Alice, j'ai beaucoup réfléchi à notre conversation, à ce que vous avez dit il y a 6 mois. Et qu'avez-vous décidé ? Une tension était perceptible dans la voix de Justin. J'ai réalisé que la vie est trop courte et imprévisible pour reporter le bonheur, répondit-elle simplement. Et si 2 personnes sont attirées l'une par l'autre, elles devraient donner une chance à ce sentiment, malgré les circonstances. Elle se tourna vers lui. Êtes-vous toujours prêt à attendre ? Au lieu de répondre, Justin prit doucement sa main dans la sienne. Je ne suis jamais parti, Alice. Et je ne vais nulle part. Des applaudissements éclatèrent dans la salle. John venait apparemment d'annoncer une nouvelle phase de la recherche. Mais Alice et Justin n'étaient pas pressés de rentrer. Parfois, les découvertes les plus importantes ne se font pas dans les laboratoires, mais dans le cœur des gens qui se sont trouvés après de longues épreuves. 1 an passa. Le centre admit son 100e patient. Une autre année plus tard, le médicament fut officiellement enregistré et commença à être utilisé dans les principales cliniques du pays. Alice, diplômée de l'Institut, commença à travailler à plein temps au centre, se spécialisant dans la réadaptation psychologique des patients dont la mémoire avait été restaurée. John, ayant passé le cap des 60 ans, venait toujours au laboratoire chaque matin, travaillant à l'amélioration du médicament. Gregory dirigeait la division internationale, coordonnant la coopération avec les centres neurologiques du monde entier. Et par une chaude journée de printemps, alors que les pommiers du jardin du centre étaient en fleurs d'un blanc pur, Alice se maria. Seules les personnes les plus proches assistèrent à la modeste cérémonie. Son père, Gregory avec sa fiancée Linda, et quelques collègues. « Tu sais à quoi je pensais » dit John en serrant sa fille dans ses bras après la cérémonie. « Il y a 15 ans, quand je courais pour sauver ma vie, il me semblait que tout était fini, que mes recherches seraient perdues, que je ne te reverrais plus jamais. » Il regarda autour de lui ceux qui étaient rassemblés, le centre devenu leur 2e maison, les visages des patients qui avaient retrouvé l'espoir. Aujourd'hui, je comprends que parfois, il faut traverser l'obscurité pour voir la lumière, et que les épreuves les plus dures peuvent mener au plus grand bonheur. Alice serra fort son père dans ses bras, puis se tourna vers son mari. Dans ses yeux, elle vit le même amour et la même attention qu'elle avait vus dans ceux de son père. Et elle sut que maintenant, leur famille était vraiment entière. Ainsi, une simple aide-soignante qui lavait autrefois le sol dans la salle des cas désespérés avait non seulement retrouvé son père perdu, mais avait également gagné une nouvelle vie remplie d'amour, de sens et de la capacité d'aider ceux qui, comme son père autrefois, avaient perdu leur mémoire, mais pas leur espoir.